visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec l'auteur Marie Lebel qui a publié dernièrement un livre, un ouvrage assez intéressant intitulé Dérive, et c'est apparu au presse de l'Université d'Ottawa. On va avoir plus d'informations par rapport à cet ouvrage-là. Je vais aussi m'entretenir avec Madame Jacqueline Noiseux, DG du RAFO. Elle vient nous parler aujourd'hui au nom du Conseil sur le vieillissement à Ottawa. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Madame Jacinthe Desaulniers, présidente directrice générale du réseau des services de santé en français, qui a pour mission ultime, d'améliorer l'offre de services de santé en français. Et avec la COVID, Madame Desaulniers, il faut dire que vous avez plusieurs dossiers à gérer. En tout cas, c'est ce que je me rends compte. Absolument. Merci beaucoup de nous accueillir ce matin. Oui, avec la COVID et aussi en même temps la transformation du système de santé qui se poursuit fait que le réseau est très occupé présentement pour améliorer l'offre de services de santé pour les francophones dans l'Est ontarien. Le sujet numéro 1 qu'on va traiter ce matin, c'est les soins de longue durée, parce que apparemment il y a 2 rapports sur la gestion de la pandémie dans les milieux de soins de longue durée en Ontario qui vous ont fait réagir. Et j'avais même pas prêté attention jusqu'à ce que je vois votre rapport dessus. Ah oui, absolument. Alors, il y a eu 2 rapports importants. D'abord, celui de la vérificatrice générale de l'Ontario et de la commission d'enquête spéciale là, de la COVID. Les 2 rapports arrivent à des constats similaires. C'est que le système des soins de longue durée en Ontario était mal préparé, mal équipé pour faire face à la pandémie. Et malheureusement, ça a eu des impacts sur tous les aînés, mais des impacts encore plus grands pour les aînés francophones, du fait qu'on a plusieurs aînés francophones qui sont dans des maisons de soins de longue durée qui sont pas capables de leur offrir des services de santé en français, et que là, avec la COVID, on a par exemple restreint l'accès aux proches aidants. Donc, ces aînés-là se sont retrouvés vraiment isolés dans des milieux anglophones, là, ce qui fait dépérir au niveau cognitif, ce qui avait beaucoup d'implications, là. Ce que je trouve intéressant, c'est que quand vous en parlez, c'est pas que vous essayez de déstabiliser qu'est-ce que le système ou le gouvernement essaie de faire, parce que tout ce qui a été fait jusqu'à date, c'est vraiment pour des mesures d'urgence. Mais ce que vous voulez faire au réseau, c'est vraiment de porter notre attention sur qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que de ce que j'ai pu lire dans le rapport que vous m'avez apporté, c'est que il est possible qu'on demande à des aînés de se déplacer pour aller dans, par exemple, des maisons de retraite ou des maisons de soins de longue durée, sans vraiment leur donner la chance de dire oui ou non, parce que ce sont des mesures d'urgence. Il faut libérer les lits d'hôpital. Oui, c'est vrai. Donc, depuis le 28 avril, il y a ces mesures d'urgence-là qui font que ça s'applique pas juste aux francophones, hein, ça s'applique à tout le monde. Puis, on comprend qu'on a Exactement. besoin de libérer les hôpitaux présentement. Donc, on conteste pas la mesure, mais on met en lumière l'effet plus significatif que ça peut avoir pour nos aînés francophones qui, sans leur consentement, peuvent être transférés dans une maison où il n'y aurait aucun accès à des services de santé en français. Et donc, c'est sûr que le gouvernement dit qu'il ferait tout dans leur possible pour respecter l'aspect linguistique et culturel, mais on sait quand on est dans des mesures d'urgence, qu'est-ce que ça veut dire? On fait tout pour respecter. Donc, le réseau demeure vigilant pour ça. Puis c'est pour ça aussi que c'est important qu'on bâtisse en temps normal, hein, une infrastructure la plus solide pour les francophones. Comme ça, quand on doit prendre des mesures d'urgence comme ça n'a pas un impact aussi désastreux sur la communauté francophone.
Parce qu'on n'était vraiment pas préparé déjà, personne n'était préparé à cette pandémie-là. Ensuite de ça, même avant la pandémie, on avait déjà je vais pas dire des problèmes, mais on avait des défis en tant que Franco-Ontariens à relever à chaque fois. Donc maintenant qu'il y a une pandémie, le gouvernement est vraiment occupé à gérer la pandémie parce que ça touche tout le monde, pas seulement les Franco-Ontariens, mais il faudrait que les Franco-Ontariens, comme vous le dites dans le rapport, soient vraiment vigilants parce que... Oui, donc notre rapport de soins de longue durée pour la région de Champlain, qui a été fait il y a déjà quelques temps, parlait d'un manque de lits pour les francophones de 400 places. Ça, c'est avec les ratios existants. Puis on sait que le gouvernement est après bonifier l'offre de services, fait que ce serait même plus que 400. Mais une des choses qui est encourageante, c'est les recommandations qui sont issues de ces rapports-là. Donc, il y en a deux qui touchent la communauté francophone, où on parle de vraiment planifier l'offre de services de santé en français au niveau provincial. Donc, nous, on est d'accord avec cette recommandation. On veut faire ça. Le gouvernement, tantôt je parlais, qui est en transformation encore. Donc, ils ont créé Santé Ontario, une agence provinciale qui va regarder les enjeux de santé de façon provinciale. Donc, pour nous, ça va de soi qu'on regarde ça comme ça. Mais aussi, la deuxième recommandation qui veut s'assurer que les centres de soins de longue durée, qui sont, par exemple, identifiés pour offrir des services en français ou qui sont réservés, qui sont annoncés comme ça dans les annonces du gouvernement, aient vraiment la capacité d'offrir des services en français. Parce que ça, c'est quelque chose qui nous est arrivé dans le passé. On a des annonces de lits, on dit il va y avoir des lits francophones ici. OK, ça c'est très bien, mais comment on va s'assurer qu'il y a une offre? Puis il y a deux façons de s'assurer. On peut les désigner selon la loi sur les services en français ou on peut leur donner une désignation culturelle francophone. Fait qu'on exige que on va suivre, on est content de ces deux recommandations-là, mais on va les suivre parce qu'il faut, surtout pour la deuxième, il faut que ce soit accompagné d'obligations claires. Fait que vous avez X lits francophones, vous êtes financé pour ces lits-là, puis on va vérifier qu'il y a vraiment une offre, puis qu'il y a vraiment des patients francophones dans ces lits-là. Ouais, je comprends pourquoi vous n'arrêtez pas de parler de vigilance dans le rapport là, parce que c'est très important. Il va nous rester quelques minutes. Le deuxième sujet dont on voulait parler ce matin, je le trouve assez intéressant, pardon, c'est la mémoire sur la santé numérique. On a tous viré au virtuel et souvent, il y a des consultations, pas souvent, même plus souvent maintenant, là, je devrais dire, les consultations se font virtuelles. Comment s'assurer que les personnes ont accès à des applications qui sont en français? J'avais jamais même pensé Oui. à ça. Puis je veux commencer par dire que ça, c'est une très bonne chose. OK? Les francophones, ça fait longtemps Oui, qu'on dit que le virage numérique est essentiel pour nous parce que des fois, ou souvent, je devrais dire, les francophones ne sont pas nécessairement géographiquement situés au même endroit que la capacité d'offrir des services en français. Donc, nous, on voit ça très d'un vrai. très bon œil de bonifier, je parle bien pas remplacer, hein, bonifier l'offre en présentiel par une offre virtuelle. Ce qui est le fun, c'est que il y avait plusieurs barrières à faire ça. La pandémie a abattu les barrières en un jour, ou à peu près. Oui, Quand on, ça c'est très vrai. quand on va retourner en arrière, on ne retournera pas à où on était. Mais là, c'est ça, c'est de s'assurer que le virtuel est aussi accessible pour la communauté francophone, qu'on fait les efforts qu'il faut pour éduquer la communauté francophone, mais que les plateformes pour accéder aux services soient aussi disponibles en français. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire. C'est positif, mais c'est positif si c'est bien planifié. Et c'est pour ça que le réseau, il est là, je pense. Parce que quand je regarde ce que vous avez fait sur le mémoire sur la santé numérique, je me suis dit, waouh! Parce que je parlais de ça avec, en début de pandémie, là, à l'émission l'année précédente, avec des chercheurs de l'hôpital Montfort, des médecins. Et puis, ils encourageaient, en fait, le monde à prendre des services virtuels parce qu'on ne pouvait pas se déplacer en temps de pandémie, là, dans les hôpitaux, de peur d'être contaminé de quoi que ce soit. Donc, ils encourageaient ça. Mais vraiment, de penser que oui, j'ai une application pour parler avec mon médecin, mais comment je fais pour le rejoindre si c'est en anglais, si je comprends pas? Et c'est vraiment un point fort là que vous touchez. Alors, je suppose que vous allez travailler sur des stratégies pour que vraiment ce mémoire-là soit connu de tous et puis qu'il soit mis en pratique. Absolument. Puis le mémoire, c'était comme une première étape pour dire au gouvernement, vous avez deux documents fondateurs que vous avez créés
Le mot francophone n'apparaît nulle part. Vous n'y avez jamais même pensé. Vous n'êtes jamais venu vers les entités nous consulter à ce sujet-là. On veut faire partie de la conversation. Puis oui, on a des solutions concrètes qu'on veut apporter. Donc, on va être au rendez-vous pour bien représenter la communauté francophone. Écoutez, moi, je peux me permettre de le dire là parce que je suis à ma place, je vous écoute depuis, ça fait quoi, 2 entrevues qu'on fait. Vous faites un travail extraordinaire et je tiens à vous féliciter, vous et votre équipe. Vous faites vraiment des choses que les gens doivent savoir pour qu'ils soient en connaissance de leurs droits. Donc, franchement, je vais les inviter à visiter le site web et puis continuer comme ça. On est toujours là ici Entre nous pour vous recevoir si vous avez des informations à partager avec nous. Bonne journée, Madame Desaulniers. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour essayer de suivre tout ce dont je viens de parler avec Madame Desaulniers, ça sera au www.rssfe.on.ca. Le site web est à l'écran. Maintenant, on va essayer de s'informer sur... je vais continuer de vous donner des informations sur quelque chose que j'ai manqué avec Madame Desaulniers. Je viens de me rendre compte. Il s'agit de la vaccination contre la COVID-19. En effet, le réseau siège sur le comité de vaccination d'Ottawa et il vous encourage fortement à vous faire vacciner, à prendre des informations en fait sur le vaccin. On se rend compte que de plus en plus les personnes sont ouvertes à se faire vacciner, les gens se font vacciner. J'en connais des personnes dans mon entourage qui se sont faites vacciner et tout s'est réellement bien passé. Donc, vous n'avez pas essentiellement de crainte à avoir. Mais si vous êtes un peu craintif, parce que quand moi je regarde aussi sur les réseaux sociaux, quand j'écoute certaines personnes parler, on est tout de suite crispé, on se dit, OK, je devrais pas me faire vacciner parce qu'il y a tellement de choses qui se disent. Je vous inviterai à visiter le www.santépubliqueottawa.ca parce que c'est là qu'il y a des vraies informations. Je me dis qu'il ne faut pas juste s'asseoir et écouter qu'est-ce que les réseaux sociaux nous disent, écouter ce que les informations sur les différentes plateformes partagent, parce que c'est pas souvent vrai. J'ai été moi-même un peu sceptique à l'idée de me faire vacciner. Pourquoi? Parce qu'il y avait une vidéo virale qui se baladait sur les réseaux sociaux où est-ce que quelqu'un se faisait vacciner, mais il tombait malade et tout ça. Donc, ça fait que beaucoup de personnes ont des appréhensions, beaucoup de cultures ont des appréhensions et je m'inclus là-dedans, mais je me rends compte que non, c'est pas quelque chose qui est dangereux, c'est vraiment fait pour nous aider. Oui, ça n'empêche pas qu'on va respecter les mesures barrières, mais c'est vraiment un pas vers l'éradication de cette pandémie. Donc, encore une fois, www.santépubliqueottawa.ca. Et j'aimerais aussi mentionner, on n'a pas eu le temps de le mentionner avec Madame Desaulniers, que puisqu'ils sont en train de travailler fort pour que les services en français soient respectés pour les soins médicaux. Ils ont aussi lancé dernièrement, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais vous pouvez le voir sur le site web qui apparaît à l'écran en ce moment. Vous pouvez aller sur leur site web. Ils sont en train de planifier une sorte je vais le dire entre griffes là, de service après-vente. C'est-à-dire que vous allez dans un hôpital pour vous faire servir et il faut que vous fassiez un rapport, un retour de comment le service a été. Ça leur permet à eux, au réseau, de vraiment s'ajuster sur quelles recommandations ils doivent transmettre au gouvernement. Et puisque le domaine de santé est un domaine assez délicat, selon moi, je vous inviterai vivement à les appuyer dans tout ce qu'ils font comme bataille, je vais le dire comme ça. Donc, encore une fois, www.rssfe.on.ca, c'est le site web à visiter. Je ne sais pas si notre deuxième invité est là. Juste confirmation de la régie. Là, maintenant, on va parler avec notre auteure Marie Lebel qui a lancé un ouvrage dernièrement intitulé Dérive qui est paru aux presses de l'Université d'Ottawa. Madame Lebel, bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Ça fait plaisir. Je vais commencer par vous demander pourquoi ce nom Dérive pour cet ouvrage-là. C'est la question fondamentale. D'abord, il faut quand même que je précise que j'ai écrit cet ouvrage en collaboration avec Marie-Claude Tifo, qui est professeure à l'unité des services infirmiers, qui est détentrice de la Charte de la francophonie en santé à l'Université d'Ottawa. Il faut d'abord que je le dise parce que l'idée vient de nos deux têtes. Dérive parce que nous traitons dans une perspective historienne, nous sommes deux historiennes donc
temps, de parcours psychiatriques, des gens qui sont atteints ou qui souffrent de troubles de santé sévères et persistants. Et donc, la dérive, elle implique cette idée d'une durée. La dérive, elle implique l'idée d'une perte de réponse du gouvernail. Alors, ce que nous suivons, ce sont des parcours psychiatriques de personnes qui, à certains moments, ne se reconnaissent plus et dont les proches ne les reconnaissent plus. C'est un peu la réponse que la société, que les proches et qu'eux-mêmes, ces personnes vont donner à leur dérive. Vous l'avez mentionné tout à l'heure avec votre collègue, Madame Tifo, avec qui vous avez coécrit cet ouvrage-là. Vous êtes historienne. Je me demande pourquoi vous êtes attardée à ce volet de l'histoire, si je peux le dire ainsi. Marie-Claude Tifo est une des grandes spécialistes de la désinstitutionnalisation, en fait, du moment où, dans les pays industrialisés, à partir des années 60, on va ouvrir les portes des asiles. On les ouvre graduellement pour considérer le trouble de santé mentale d'une manière différente. On ne parlera plus d'aliénés, on ne parlera plus de crétins, on ne parlera plus de maladie. On va chercher à s'éloigner de ce vocable-là et on va chercher, les gouvernements, les sociétés vont chercher à réinsérer les personnes aux prises avec des troubles de santé mentale graves dans la société. Elle est une spécialiste. De mon côté, elle m'a invitée dans les années, je pense autour de 2012, à fouiller. Moi, je suis une historienne contemporaine, spécialiste de l'histoire intellectuelle de l'Ontario français. Mais depuis 2012, je travaille à partir, donc, à dresser un portrait des services de santé mentale dans le nord de l'Ontario, en français, depuis la désinstitution. Donc, elle m'a invitée à participer à ces travaux. Et depuis 2012, ce qu'on s'apercevait, c'est qu'on entendait des voix, ça fait toujours sourire de le dire comme ça, et on avait envie de raconter autrement l'évolution des soins, mais aussi comment ils étaient vécus. Alors, c'est une approche historienne from below qu'on appelle, donc partir des gens eux-mêmes pour raconter leur histoire. On a travaillé toutes les deux assez différemment. Alors, ce sont vraiment, en tout cas, tout l'ouvrage est basé sur des faits véridiques. Et puis, comme vous l'avez mentionné, votre démarche est appuyée un peu à l'ancienne. Donc, il y a eu de la fouille, il y a eu des rencontres, il y a eu de l'histoire partagée avec ces personnes-là. Comment vous avez sélectionné les personnes que vous avez utilisées pour faire cet ouvrage-là? Parce que si je ne me trompe, on a eu 4 femmes. Vous avez travaillé avec 4 femmes et 2 hommes. Comment s'est fait la sélection? La sélection, c'est que nous avons travaillé, Marie-Claude travaillait avec des hospitaliers. Donc, elle a eu accès aux archives hospitalières. Et donc, à partir de dossiers patients, nous, ce qui nous préoccupait, c'était quelque chose qui n'avait pas été fait auparavant, c'était de fouiller sur le long terme, donc de voir, de comprendre le trouble de santé mentale en ce qu'il implique toute une vie, toute une existence. Donc, elle a travaillé avec des archives hospitalières. Et de ces archives hospitalières, les dossiers les plus étoffés, les dossiers les plus... on n'a pas pris, c'était des parcours atypiques, mais nous, on ne cherchait pas le sensationnel. Ce qu'on voulait vraiment que les gens voient, c'était comment c'était un défi que de vivre avec le trouble de santé mentale, autant pour la personne elle-même que pour ses proches. Alors, l'usure, par exemple, du réseau social, du réseau familial. Dans le cas des personnes, des parcours que j'ai dressés, parce que moi, j'ai travaillé avec des entrevues, des entretiens, puisque je n'avais pas accès à des archives, soit parce qu'elles n'existaient pas, ces archives, ou soit parce qu'elles avaient disparu. L'hôpital de North Bay est fermé depuis 2013. Donc, j'ai fait des entretiens, j'ai mené des entretiens. Et ce qui fait retenir ces parcours-là, c'est parce qu'on avait suffisamment de substance, d'informations sur 30 ans, 40 ans. Ce qu'on voulait que les gens comprennent, et le livre, c'est important de le dire, il est écrit d'une manière accessible. Il va intéresser autant nos collègues historiens de la santé que monsieur, madame, tout le monde qui a connu ou vécu avec des personnes aux prises avec les troubles de la santé mentale. Et donc, ce qui nous les fait retenir, la question elle est pertinente, c'est: est-ce que nous avions ce qu'il faut pour les suivre sur le long terme? Est-ce que la dérive était identifiable? Parce que souvent, ce qu'on a quand on parle de la santé mentale, c'est des crises. On va parler du moment où ça va pas bien, alors que l'historien, lui, travaille dans le long cours. Donc, nous avons étudié sur 30-40 ans les parcours de ces gens-là. Alors, ces personnes-là, déjà quand on a un problème de santé mentale, de plus en plus, je pense que le terme de santé mentale est démystifié. On a plein d'organismes qui essaient de nous aider dans ce sens-là. Et j'adore qu'est-ce qu'on a comme ressources ici dans la région. Mais il demeure que les personnes qui ont un problème ou un trouble de santé mentale sont assez vulnérables. Je me demande quelle sorte d'approche, quel genre de questions, quel genre d'analyse vous avez fait de cette personne-là pour les aider en fait à s'ouvrir à vous.
Parce que c'est vraiment une partie d'eux qu'ils donnent, en fait. Une partie d'eux que peut-être Dans ils le ne cas des comprennent même pas. entretiens, en fait, si Marie-Claude, en travaillant avec les archives hospitalières, a une démarche plus classique d'historienne, alors que moi, je vais entrer un peu dans la l'anthropologie, où je devais rencontrer ces gens. En fait, je les avais tous rencontrés dans le cadre de, je l'ai bien dit, de mieux connaître les services de santé. Donc, ma recherche à moi, elle portait sur comment des infirmiers, des psychiatres, des psychologues, comment des intervenants en santé expliquaient le trouble de santé. Comment ils ont fini par s'ouvrir à moi? Ben, c'est que vous savez que nous avons complètement maquillé tout ce qui est raconté est vrai, mais on ne peut pas identifier les personnes. Ça, c'est la garantie quand on fait une recherche universitaire, le caractère éthique de notre recherche. Ce sont des faits réels, mais maquillés pour préserver la confidentialité. Comment ils se sont confiés? Dans le cas des dossiers patients, la question ne se posait pas parce que tout avait été Oui, dénominalisé et c'est leur c'est vie en ça, oui. papier. Dans mon cas, c'est vraiment de la confiance dans un des cas et d'autres, ben, dans deux des cas, ce sont des entretiens et ils avaient la confirmation que tout allait être dénominalisé. Et c'est des gens que j'avais rencontrés dans le cadre d'eux comme soignants. Et après la dérive de la santé mentale leur apparaît. Donc, on a un portrait d'une infirmière qui traite des gens atteints de troubles de santé mentale et de l'autre côté, une personne qui elle-même a accepté de nous raconter comment elle a été père aidant. Donc, ces troubles de santé mentale lui permettent d'aider. Ce que j'aimerais souligner peut-être dans cette question que vous posez, c'est ce qu'on voyait aussi, il y a quand même une différence si on habite dans le côté urbain d'Ottawa où les services sont très disponibles et où on est diagnostiqué plus rapidement parce qu'il y a des spécialistes. De Ça, l'autre c'est côté, très vrai. C'est très ce que vrai. révèle notre étude, c'est que dans le nord de l'Ontario, où les spécialistes sont moins présents, les services sont existants, mais peut-être plus ponctuels ou plus éclatés sur un très grand territoire. On voit que la réponse, la résilience, la réponse des parcours des personnes que nous avons suivies est assez différente. Et en ça même, le livre est très intéressant à la fois comment la forêt, la nature, l'environnement, la communauté va jouer un rôle peut-être plus clé dans le cadre des régions rurales et comment on va voir le système, sa mise en place est beaucoup plus présente et prégnante dans les zones urbaines. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit bien. Alors, vous avez mentionné quelque chose tout à l'heure dans votre réponse. Vous avez parlé de la communauté, de la société. Et dans le résumé de l'ouvrage des Rives, je note que vos récits soulignent la persistance des préjugés et de la stigmatisation. Et je tombe toujours des nues quand je vois ce genre d'écrit là, parce que je me dis, on est quand même en 2021. C'est vrai que ça a amélioré, mais demeure qu'il y a encore des préjugés quelque part, même si les gens ne le disent pas ouvertement. Mais c'est vrai, c'est Ce bon qu'on- de lever le voile dessus. En fait, c'est quelque chose que nous savons, mais la stigmatisation, moi, je vais vous parler un peu après l'étude des 6 parcours. J'ai l'impression que la société, monsieur et madame tout le monde, et même nous, à un moment donné, on est démunis par rapport à la persistance du trouble. Vous le dites bien, et ce qu'on étudie, ce sont des troubles persistants de la santé mentale, des troubles sévères et persistants. On parle de dérive sur plusieurs années. Et à un moment donné, les proches ne peuvent pas s'empêcher de réaliser qu'ils sont impuissants. Et là, je pense que la stigmatisation, elle revient forcément parce qu'on ne peut pas aider, parce qu'on ne Oui. comprend pas, parce que même le système de santé qui, à un moment donné, je veux juste rappeler aux gens, et je suis pas en train de faire la promotion de l'asile, mais je suis en train de faire remarquer que quand on parlait d'un asile, à l'origine, un asile, c'est un lieu où on allait chercher refuge et réconfort. C'est l'appellation. Maintenant, où est-ce que ces gens-là peuvent trouver asile et réconfort? C'est pas clair si la manière de traiter le trouble de santé mentale sévère et persistant est mal compris, si le suivi n'est pas là, si Exactement, oui, euh, oui, oui. vous comprenez que les proches, à un moment donné, ils peuvent plus Ils n'ont pas répondre, de c'est trop pour ressources. eux. Absolument. Ils n'ont pas de ressources. C'est ça. Et puis, il y a un autre point aussi que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait de mettre en lumière les limites des structures de santé face à la complexité de la maladie mentale. Je n'ai pas arrêté de dire Voilà. depuis le début de notre entrevue qu'on a beaucoup de ressources, oui, mais est-ce que les ressources sont adaptées à chaque niveau, on va dire, de troubles de santé mentale? Parce que les troubles de santé mentale, ils sont vraiment différents de l'un à l'autre.
Il y a ça. Il y a, dans le cas du Canada, moi j'en parle parce que la région que j'ai couverte, elle est très vaste, c'est difficile. Il y a la question de la langue de soins, dont on aborde aussi. Nous, on a étudié les cas de parcours francophones. Est-ce que les spécialistes sont francophones? Est-ce que la personne en crise, elle peut être traitée dans sa langue? Ce sont autant d'éléments qui compliquent la situation. D'autre part, est-ce que qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui vit une errance, qui vit... Alors, nous, les récits qu'on vous montre, c'est quand on parle de dérive, c'est que la personne, elle perd ses repères et ceux qui la connaissent perdent aussi leurs repères, peuvent difficilement aller à sa rencontre. Le système médical a cherché depuis 1960 à je dis désengager, on veut déshospitaliser. Ça signifie qu'il faut mettre en place des systèmes de soins dans les régions, dans les communautés. Et le travail n'a pas été fait nécessairement également. On n'est pas là pour critiquer, on est là pour montrer comment concrètement, parce que dans certains, moi j'invite beaucoup les gens à lire le livre parce qu'on a des cas où les personnes ont été extrêmement bien accompagnées, mais ça rend quand même pas, ça rend un peu plus facile le fait de vivre avec un trouble de santé mentale, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Alors donc, oui, c'est complexe, il y a plusieurs facteurs à considérer. Puis, comme historienne, j'aimerais rappeler que nous, ce que nous avons regardé, c'est plutôt le fait que la maladie mentale, le trouble de santé mentale, il est sur le long terme. Il ne faut vraiment pas le saisir par à-coup ou par crise ou encore, mais vraiment voir qu'il faut penser des suivis, il faut penser des accompagnements. Il faut penser, regarder dans les communautés, est-ce que la personne qui est en crise et qui a quitté 10 ans et qui revient, on va la reconnaître. Est-ce qu'elle va avoir ce qu'il faut? Le soutien est-il là? L'effritement. Bref, moi, c'est difficile à résumer un tel ouvrage, mais donc c'est ce parcours. On aide aussi les gens à comprendre. Je parle très régulièrement par mois, en fait, avec quelqu'un de l'Association canadienne pour la santé mentale et aussi Santé publique Ottawa. Et j'ai eu une discussion avec une dame de Santé publique Ottawa en début, quand j'ai commencé sur l'émission Entre nous. Elle a dit quelque chose qui moi, a changé ma manière de penser. Parce que souvent, il faut être éduqué pour comprendre les affaires. Elle a dit avoir un problème de santé mentale ne signifie pas automatiquement qu'on a une maladie mentale. C'est deux choses différentes. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus de ressources maintenant pour aider les gens à mieux cadrer, à mieux s'aider à aérer leur santé mentale que de ressources pour les maladies mentales, en fait. J'ai l'impression qu'on les prépare un peu à dealer avec les problèmes de santé mentale qu'on trouve minimes, mais après, c'est des trucs des problèmes qui peuvent devenir grands. Et puis, je me demande, comme vous venez de le mentionner, si vraiment on est assez outillé finalement pour traiter les maladies mentales. Parce qu'on est beaucoup plus axé sur la santé mentale, même en pandémie. C'est de ça qu'on parle. Le terme de maladie n'est pas apparu beaucoup dans nos travaux. C'est pas un terme qui est utilisé couramment maintenant. On va parler de diagnostic à un certain moment. Et nous, on a plutôt choisi de parler de troubles sévères et persistants. Il y a la dépression passagère, le blues, vous voyez, mais c'est pas de ça qu'on parle ici. On parle de schizophrénie, de troubles bipolaires, on parle de troubles qui sont persistants et dont le diagnostic n'est pas aisé au départ et qui peut entraîner. Donc, c'est pour ça que la dimension temps, comme historienne, on va dire, mais pourquoi 2 historiennes se seraient-elles intéressées aux troubles de santé mentale sévères et persistants? C'est parce que c'est le temps, c'est le fait que ça use l'individu physiquement, ça use ses liens familiaux. Et donc, pour répondre à votre question, c'est que nous, on n'a pas parlé de maladie en tant que telle, mais de troubles de santé, qui au départ apparaissaient, il faut lire le livre aussi, parce que dans le parcours, la personne, dans les premiers dérapages, les premières lignes, il nous reste 30 secondes, alors c'est ça, donc dans les premiers, on va le voir, les diagnostics souvent tardent à arriver. Dans ce sens-là, ça retarde, si vous voulez, la prise en charge. Et des fois, les diagnostics changent aussi. Donc, un livre à lire pour sa sensibilité, c'est peut-être ce que j'ai pas assez dit dans cet article, dans cet entretien. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très intéressant de vous avoir écouté. Je vais inviter les gens à se procurer le livre au pressuottawa.ca. Merci encore, Madame Lebel. Au revoir. Merci à vous. Une bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, on se voit demain à 11h. Soyez des nôtres. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.